Je sais que je veux juste préparer la table du prochain invité. Oui, parce que c'est ça. Nous autres, on voyage dans loin aujourd'hui parce qu'en raccrochant, on s'en va rejoindre un invité de marque du côté de la Caroline du Nord. Oui, c'est ça. Juste en terminant, la famille Ozalski, j'ai une admiration pour Patrick Ozalski, l'équipe de l'heure. Alors, ils ont gagné les 2 dernières courses à NASCAR. Et puis, Patrick va parler de son passage. Frascar, il a fait 2 belles entrevues à Frascar sur YouTube, la chaîne YouTube. Et puis, Patrick a commencé, il y avait le châssis numéro 25 en 1994. Et puis, à cette heure, il y a 1200 châssis de fête. Et puis, Marie, bonne chance avec ton invité. Je dois quitter tout de suite et rester là. Patrick Ozalski va continuer l'entrevue. Désolé, Marie. Il n'y a pas de faute, M. Bobby. Nous autres, on va se reparler de toute façon. La saison n'a même pas commencé. OK. C'est bon? Merci. Bon, puis le temps qu'on se replace, parce que ma grande prêtresse de la technique, t'as beaucoup d'affaires à faire, j'ai pensé, étant donné que M. Osofsky a commencé sa carrière comme mécanicien, mais ensuite est devenu crew chief aussi, puis a monté jusqu'à fabricant de voitures, que, étant donné qu'on va sûrement aller se jaser de des histoires qui mettaient en scène M. Jean-Paul Cabana à l'époque, on va retourner en 1987 pour la toute dernière course de M. Cabana. On est au Cantaband Stadium pour le New England 300, sa dernière course qu'il va gagner. Un scénario hollywoodien, comme lui va lui dire l'animateur. John Paul, I guess a Hollywood scriptwriter couldn't have written it any better. You win the first race back in 1965, and you win the last race at Catamount in 1987. Congratulations. Thank you very much. But, you know, win the race today, I remember to win the race at 1965. That's very important for me, you know. But that's about the first time I come in the United States. And when you imagine the guy like me, he live in the province of Quebec, and I come in the United States to try to beat the guy in the United States, that's something. But you know, all the cars, all the parts from the racing car, everything is made in the United States, and I come with a Canadian car, and especially today, that the car is built by Patrick Ozolsky. That's only car on the track is built completely by Patrick Ozolsky. The motor is made in Ontario and Canada, but everything is there from Canada, and I beat somebody in the United States. I tell you, I'm so happy. John, it appeared to be a very vintage, crafty John Paul Cabana's race. You didn't hurry, you took your time, you saved your tires, and then when the time was right, you just put her to the floor and it was all over. Yeah, I talk for so many, you know, Patrick, we have the good radio. C'est vrai que M. Cabana avait la réputation d'être doux sur sa mécanique, puis de prendre son temps dans les courses, puis de prendre le temps d'aller chercher la victoire. Il y en a un qui a vu ça de plus proche que nous autres. On s'en va du côté de la Caroline du Nord. Il est chef de production pour Hendrix Motorsports. On n'est pas peu fiers de le recevoir. M. Patrick Osofsky. Bonjour, M. Osofsky. Bonjour, comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Dites-moi en premier, est-ce que je prononce bien votre nom de famille, Osofsky? Vous l'aviez bien prononcé. Je voudrais pas vous crocher les oreilles tout le long de l'entrevue. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous savez que ici, pour les Québécois, vous êtes une grande fierté. Là. On n'a jamais arrêté de vous suivre, même si vous êtes de l'autre bord depuis un bon bout de temps. Ah ben, c'est ça qu'ils me disent. ça vous dérange si on commence par remonter au début de votre carrière? Ben, vous avez commencé ça tout jeune. Puis je sais pas si c'est parce que la nostalgie, ça nous tient, mais nous autres, d'aller revisiter la belle époque de Jean-Paul Cabana, c'est quelque chose qui nous plaît. Vous avez commencé à quel âge à titre de mécanicien? Ah, mon Dieu, si on recule, j'ai commencé à aller aux courses en 1975 à la piste au Vermont, à Catamount, qui est tout près de Burlington. C'est là que j'avais commencé un petit peu d'aller avec quelqu'un qui avait une voiture de course. Puis j'avais commencé à m'intéresser dans le sport. Puis d'ailleurs, c'est de là que ça a parti, à partir de 15-16 ans. Surtout que j'avais le droit d'inventer dans les puits pour travailler sur les voitures. J'étais là. Vous étiez tout jeune, mais déjà, on vous avait repéré, puis vous avez tout de suite monté vite dans les équipes. Quand vous avez rencontré M. Cabana, vous aviez 22 ans à peine, là. Oui, à peu près. J'ai fait, je pense, c'est
2 saisons avec c'est un de mes amis qui était mécanicien dans l'automobile qui travaillait à Cowansville. Il y avait une voiture de course qui coursait à Granby, sur la terre dessus. Il avait décidé d'aller sur l'asphalte en 1975, puis m'avait invité d'aller avec lui. C'était la piste de Caramount, là, à Milton, au Vermont. Et il y avait aussi la piste à Barrie, au Vermont, le jeudi soir. Puis on a commencé à vraiment aller aux courses, juste tous les deux, quasiment, avec une voiture. Puis c'est de là que j'ai appris, quand on roulait tout le temps 15e, 16e, je voulais savoir pourquoi faire que les autres allaient plus vite. J'ai étudié le sport très fort, les suspensions. J'ai étudié ce domaine-là bien fort. Puis avec les années... vers les 78, j'avais construit une voiture moi-même avec toujours le même propriétaire, le même pilote qui était Keith Cavanaugh, qui venait des cantons de l'Est. On avait même construit la voiture à Saint-Césaire et on est allé à Martinsville pour le printemps 77. On avait qualifié la voiture, on a brisé des moteurs, on a réparé des moteurs, on a fait la course, puis... c'est tout un enchaînement d'expérience. Après ça, tu retournes au nord. La saison de course a commencé deux mois plus tard, le mois d'avril, je pense que ça commençait. Puis tout le temps là, à un moment donné, les années passent. J'ai commencé à m'intéresser à de changer d'équipe parce que je voulais m'améliorer encore plus. J'ai rencontré une équipe qui venait de Saint-Damas, de Saint-Hyacinthe, que Gilles Lucier pilotait la voiture. C'est là que je me suis affilié avec eux autres. Puis on a eu beaucoup de succès durant la saison 79. Et Gilles, après une saison, a décidé de prendre sa retraite comme pilote. Ça veut dire que vous aviez un bon char, mais vous n'aviez plus de pilote. C'est ça. Venu qu'il y avait l'opportunité, Jean-Paul, je ne la connaissais pas tellement en 79, mais il m'a approché une veillée de la remise des trophées au Vermont. Puis c'est venu qu'on a une entente que j'ai présenté le propriétaire de mon équipe. Je trouvais qu'on avait une bonne équipe en arrière de nous, puis on n'avait pas de pilote. C'est là que Jean-Paul est venu conduire pour Roland Benoît, qui était le propriétaire de l'équipe qui venait de Saint-Hyacinthe. C'est de là que la saison 1980, j'ai commencé avec Jean-Paul. Fait qu'à quelque part, là, parce que quand on fait lecture de la biographie de Jean-Paul Cabana, un talent d'exception, on sait qu'à ce moment-là, il était retraité. Il faisait quelques courses par-ci, par-là, mais on peut croire que c'est vous qui l'avez ramené, là. Je pense que pas nécessairement. Il était intéressé de revenir, mais évidemment, avec les nouveautés dans le sport, ça change tout le temps, toutes les années. Puis moi, je travaillais toujours très fort pour améliorer les voitures. Quand que j'étais impliqué avec une équipe, ils ont vu que les performances de la voiture avaient amélioré tout de suite. Même la saison avec Gilles Lucier en 79, fait que ça a ouvert beaucoup d'yeux, surtout les Américains et les Québécois aussi. J'étais quand même jeune. Puis avec Jean-Paul, on a commencé en 80, puis je pense que on avait fini 7 fois dans la 2e place, mais on n'avait aucune victoire encore. Oh. C'est juste qu'avant la saison 81 qu'on a déclenché des victoires. La première course de l'année à Caramount, on l'a gagné. On a gagné 5 victoires cette année-là en 81. Puis c'est parti de là. Faut dire que votre frère Andrew était dans l'équipe aussi, puis vous sembliez avoir vraiment une belle relation avec la famille Benoît. Puis comme vous l'avez dit, on le sent, vous avez tout le temps été un avant-gardiste. C'est-tu quelque chose que vous allez avoir gardé jusqu'à aujourd'hui, ça? Vous voyez tout le temps des affaires un peu avant les autres. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut tout le temps être patient puis regarder très loin. C'est sûr que mon frère, je pense c'est sûr qu'il me suivait tout partout quand on était bien jeune. Fait que lui, il s'intéressait surtout dans les moteurs. D'ailleurs, il a continué à travailler à mesure que moi, j'avais parti un commerce en 81 avec un associé à Saint-Damas, près de Saint-Hyacinthe, pour construire des voitures de course. Et mon jeune frère travaillait dans une shop de moteurs à Granby. Puis c'est devenu, après une saison ou deux, ou une année ou deux ou trois probablement, on avait tellement de clients qui vendent des voitures de course. Une partie de l'équation, c'est toujours un bon moteur. Moi, j'envoyais des clients avec leur moteur. Allez voir mon frère, il va vous arranger. Il y a des améliorations à faire vos moteurs. C'est de là qu'on a toujours travaillé ensemble. Plus que j'avais de clients, plus que je l'envoyais chez lui, c'était un atelier, c'était pas lui, c'était employé. C'est devenu que, je pense qu'après
il a quand même travaillé là 13 ans. Je pense qu'après la 7e ou 8e année, il faisait que des moteurs de compétition pour courser. Il faisait des moteurs à l'année longue juste pour les courses de l'été au Québec, en Ontario. Fait que les deux, chacun de votre bord, mais aussi un peu ensemble, ça progressait votre affaire. Vous aviez votre shop à Saint-Damas. Lui travaillait de son bord aussi. Mais en 94, quand vous avez été repêché par le fameux Hendrick Motorsports, c'est au même moment que votre frère est parti, lui aussi, qui a décidé de s'en aller aux États-Unis? Non, ça a pris... je pense que ça a pris quasiment 5-6 ans avant de le convaincre. L'opportunité était ici. C'est sûr, il était bien établi, là. Une famille, il avait 3 enfants, il avait une bonne job. Mais on avait regardé l'avenir, le sport automobile, à quel niveau que nous, on voulait être dans 5 ans, mettons, plus loin. Puis ici, à partir de 94, le sport a vraiment explosé. Puis je l'avais fait rencontrer, celui qui renait le département de moteur, c'était Randy Dorton, qui est décédé aujourd'hui dans un accident d'avion. Mais je l'avais fait rencontrer, puis il était bien intéressé, parce que mon frère était jeune, puis il savait de quoi il parlait, puis il fallait juste que lui se décide, puis lui avec sa femme, évidemment. Sa femme, au début, elle ne voulait pas, puis parce que c'est bien établi, c'est confortable au Québec, c'est une maison, il vivait en campagne, mais finalement, après une couple d'années, ils ont fait le move, puis ça fait déjà 20 ans qu'il est ici, là, fait que ça va bien. Vous, votre femme, avez-vous eu de la misère à la convaincre à suivre le rêve? Pas tellement. On avait 3 jeunes enfants, 3 jeunes garçons à ce moment-là, puis le plus vieux, il était pour commencer, il avait 5 ans, il était pour commencer pré-maternelle, puis elle m'avait dit, si on fait de quoi, il faut le faire tout de suite, parce qu'il avait déjà commencé l'école en français à 5 ans. Fait qu'on a fait la décision, on l'a fait tout de suite, puis ça a toujours bien été à partir de là. C'est sûr que quitter les amis, c'était plus difficile, là, mais il y avait d'autres expériences à vivre là, ici. Ben, dans le fond, je pense qu'il n'y avait rien pour vous arrêter parce qu'encore aujourd'hui, quand je vous regardais dans des entrevues sur YouTube, vous avez encore le feu dans les yeux, c'est bien évident. Hein? Vous êtes maintenant dans le haut de la chaîne, si on peut dire. À 94, juste que je comprenne bien, quand ils sont venus vous chercher, comment ils avaient entendu parler de vous? Comment ça s'est fait, le lien avec Hendrick? Ben, durant l'hiver de 93-94, notre commerce qu'on avait à Saint-Damas, on avait toujours des contrats, des jobs, là, on était bookés quasiment 4-5 mois d'avance à construire des voitures. On était juste deux associés, puis on avait un employé. Je voulais prendre un petit break, je pense qu'au mois de janvier, il y avait Ricky Craven m'avait appelé. Ricky Craven, qui était un courseur qui venait du Maine. Il avait déménagé dans le sud, puis il était établi dans une équipe de course dans le City Bush. Puis le Xfinity aujourd'hui. Puis il voulait me jaser d'un projet pour le futur, peut-être runner une équipe qui était pour se former. Puis fait que j'ai pris une couple de jours off, descendu ici avec un ami. Puis on est allé le rencontrer, regarder qu'est-ce que le futur était, parce que moi, je voyais que le circuit qu'on faisait partie, qui était GM Motorsport, le Act Tour, il perdait le commanditaire de GM à partir de 93, je pense. Je voyais à long terme, au 95. À long terme, le bon circuit qui existait au Québec, là, l'Ontario, c'était plus là. L'avant n'était plus là. Après avoir rencontré Craven, j'avais des amis que je connaissais qui travaillaient chez Hendrick Motorsports. Puis on est juste venus les visiter. Puis j'explique un peu qu'est-ce que moi et la famille, on pensait de faire. On avait une opportunité de peut-être venir runner une équipe ici avec Crew Chief puis avec Craven. Puis l'opportunité est venue sur la table sur Hendrick, là, que je connaissais du monde aussi. Puis c'est là que je peux pas dire qu'ils m'ont convaincu, mais ils ont fait un offre, puis j'ai retourné chez nous, j'y ai pensé, puis Ouais, je peux dire que le bout où vous dites j'y ai pensé, tu sais, oui, pour faire propre, là, mais tu sais, dans le fond, on peut pas refuser une offre de même, M. Ossowski. C'est ça. Bon, racontez-nous, parce que là, j'imagine que votre job a beaucoup changé, là, ça va faire 27 ans maintenant que vous travaillez pour eux autres. Au début, vous occupiez juste de l'équipe numéro 5, celle de Teddy Labonte. Maintenant, vous occupez de toutes les équipes, là, dans le fond. Oui, c'est ça. Ouais, les 4 équipes aujourd'hui de Chase Elliott, de William Byron, Alex Bowman et Kyle Larson, le nouveau pilote de cette année. Ouais. OK, ça en fait beaucoup de pièces, là. Oui. Ben, le début dans l'équipe de 5, c'était dans les années 94, 15, 16.
les équipes étaient très individuelles. Chacun faisait, il y avait un chef d'équipe, un crew chief, si on peut l'appeler. Chacun faisait leur programme. On avait un propriétaire, M. Hendrick, mais chaque équipe partageait pas beaucoup avec l'autre équipe. Alors, c'était comme ça. Les équipes, ils ont été élevés comme ça dans le Sud. Les équipes, là, ils cachaient tout leur secret, puis quand il y avait une coche, ils ne partageaient pas. Mais là, ici, on avait 4 équipes. Non, je pense qu'on a commencé, on avait juste 3 équipes. Ça n'avait juste 3, parce que Jeff Gordon a commencé en 93. L'équipe de Jimmy Johnson n'existait plus. On avait juste 3 équipes. Puis, plus que ça allait, avec les années, ils ont découvert, M. Hendrick était tout le temps un professeur de partager tout. Le livre fallait que soit ouvert, partager nos autres partners, nos autres équipes, pour que les performances s'améliorent. Puis c'est de là que, à un moment donné, là, il y a eu une fusion après bien des années. Là, non seulement qu'au début, on travaillait dans des écuries séparées un côté de l'autre. Là, à un moment donné, on construit des bâtisses neuves. On était tout en dessous du même toit. 2 équipes dans une bâtisse, 2 équipes dans une autre bâtisse. Fait que là, les équipes, avec le temps, dans 94, on avait un ingénieur par équipe. Avec le temps, là, on était rendu avec 20 ingénieurs ensemble. Ça travaillait tous dans un petit local ensemble. Puis, des départements de recherche et développement, ça n'existait quasiment pas. C'était nous, recherche et développement. C'est ceux qui faisaient partie de l'équipe avec le début. C'est de là que c'est venu que fallait vraiment penser la façon de tout le monde être ensemble. Oui, puis là, à cette heure, de petits locales, apparemment que c'est à peu près gros que la moitié d'un campus universitaire chez vous, là? Oui, mais on est tout près de 700 employés aujourd'hui, puis je pense qu'on a à peu près 18 gros buildings, là, qu'il y en a d'autres qui ont été faits dernièrement, mais c'est quand même assez vaste, là. Des musées, puis il y a beaucoup de choses. Il doit y avoir une certaine fierté, là, parce que là, présentement, là, je veux dire, en termes de NASCAR Cup, on peut dire que vous êtes vraiment les champions, là, vous êtes ceux qu'on regarde, mais en plus, vos produits, non seulement ils servent à vous illustrer en NASCAR Cup, mais ils sont utilisés partout de par le monde, là. Oui. Avec, quand... il y a une couple d'années, quand Dale Earnhardt Jr. il conduisait pour nous, lui avait formé sa propre équipe dans la série Xfinity pour repêcher des jeunes talents, leur donner une chance en aller du volant. Puis c'est sa sœur qui donnait l'équipe, elle le donne toujours aujourd'hui. Puis il y avait tout le temps un intérêt de... Ben, nous, ça faisait une place parce que quand lui avait commencé, il n'y avait pas beaucoup de comment le faire. Nous autres, on envoyait notre équipement qui était mileage out. Quand on avait une pièce qui allait sur la voiture, que bon, elle avait fait 3000 tours ou elle avait fait 5000, on le mettait de côté, on essayait de le vendre. Là, à la place de faire ça, on envoyait pas mal tout notre inventaire de pièces vers son écurie à lui. Fait que tranquillement, eux autres, ils adaptaient ces pièces-là sur leur voiture, puis ça l'a aidé à grossir son équipe. Fait que nous, ça faisait une porte de sortie pour tous nos accessoires. Puis comme aujourd'hui, là, le Junior Motorsport, c'est non seulement que les châssis, c'est sûr, c'est tous des châssis Hendrick aujourd'hui, ils sont tous pareils, mais à 99 tous les accessoires qui sont sur ces voitures-là de Dale Earnhardt Jr., ils ont 4 équipes en Xfinity. C'est toutes des pièces et des accessoires que nous avons construits ici depuis des années. J'aime ça que votre savoir puis vos pièces voyagent, mais je vous ai entendu dire aussi qu'étant donné que vous êtes comme le bouillon, là, c'est un peu de vous autres que la plupart des idées partent puis les nouvelles innovations, souvent aussi, ça va migrer vers les autres compagnies, c'est-à-dire que vos bols, les cerveaux vont finir par être appâtés par les autres compagnies, fait que finalement, il y a des affaires que vous autres vous trouvez qui vont se ramasser dans les autres compagnies aussi. Oui, absolument. Et ce qui arrive, c'est que le bon talent, souvent, à cause de le marché ici, il y avait des employés qui se faisaient offrir à aller travailler ailleurs. Quand ils ont parti Toyota Racing avec tout le motorsport de Joe Gibbs, ça fait pas des années que ça existe, peut-être une dizaine d'années. Ça a commencé avec Bobby Labonté. Il y avait 3 gars de la chambre de moteur d'ici qui sont partis travailler pour Toyota. Puis on avait beaucoup je pense, 2 crew chiefs qui ont quitté dans 3 ans. Fait que notre talent a tout le temps le meilleur talent, quand même, je trouve, qui ont resté. Mais ceux qui voulaient s'améliorer, il y avait une chance. Ça a été réparti dans bien des équipes. Là,
avec le temps, je pense qu'il y avait 2-3 autres équipes. Il y avait des ingénieurs, puis d'autres mécaniciens, d'autres du monde qui faisait de la fabrication, qui était très bon. Ils se sont rendus dans d'autres écuries, puis c'était peut-être un Dodge ou un Ford avec le temps, peut-être un autre Chevrolet. C'est sûr que nous autres, on repêchait tout le temps d'autres mondes. La porte, il y avait tout le temps du nouveau monde. Le sport ici, jusqu'à les années 2016, là, il y avait tout le temps des nouvelles équipes. Il y avait une demande des courseurs qui venaient de le Canada, le Québec, l'ouest des États-Unis, même l'ouest du Canada. Il y avait beaucoup de compétiteurs qui venaient pour travailler dans les équipes. Et ça venait de tout partout, même l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y avait du monde. On connaît du monde aussi. Ça fait 20 ans qu'on ça venait d'Australie originalement. Ça vient de partout. Oui. Mais recommencer, c'est quand même le lot parce qu'à un moment donné, même les pilotes qu'on aime tant, les Jeff Gordon, les Dale Earnhardt Jr., ils finissent par quitter. Il faut se faire à l'idée qu'à un moment donné, il va falloir recommencer. C'est-tu quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise? Aimez-vous ça quand on repart avec un petit nouveau, là? Oui, parce que normalement, on l'a vu avec Terry Labonte, Kenny Schrader, Jeff Gordon, Jimmy Johnson, vers la fin, Casey Kane aussi, vers la fin de leur carrière, beaucoup de championnats, beaucoup de victoires, très bons pilotes, sont moins portés à prendre des risques. Et souvent, les courses pour gagner, il faut prendre des risques. Fait que vers la fin de leur carrière, on voyait toujours, bon, mais c'est pas un mal, là, ils ont fait leur preuve, puis là, ils sont confortables, puis là, ils finissent 2, 3, 4 ou 6 ou 7, mais il y a moins de victoires. Puis c'est là que, quand tu as l'opportunité de rentrer des jeunes qui veulent se prouver, qui veulent prendre des risques, à un moment donné, là, la vague change, les victoires commencent à rentrer. C'est sûr qu'au début, il y a peut-être plus d'accidents, que les jeunes ils ont moins d'expérience, mais il y a une vague, quand que c'est de valeur à dire, mais quand ils ont 20, 25, 30 ans d'expérience, ils sont pas prêts à prendre les risques qu'ils prenaient quand ils étaient au début de leur carrière. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, là, dans votre cuvée actuelle, il y en a avec qui qu'on s'amuse beaucoup. Votre fils, Oran, participe avec l'équipe numéro 24. Comment ça va, ces affaires? Oui, ça va bien. Ils se plaignent pas. Ils font leur entraînement de culture physique là, tout le temps, puis ils font leur pratique de pit-stop durant la semaine. Puis justement, il a embarqué dans l'avion ce matin pour partir pour Phoenix pour la course en fin de semaine. Mais lui, ça va bien. Il a fait son temps comme changeur de pneus. Je pense qu'il a 4-5 ans, le temps qu'il allait à l'école, à l'université. Il a travaillé aux courses pour le numéro 24 de Jeff Gordon, mais l'autre bord du mur, à la piste, il y avait tout le temps ceux qui font le service en arrière, on les voit pas, là, ils préparaient les pneus. Il a fait ça pendant une saison sur la route. Puis après ça, il a eu l'opportunité de faire les tests avec les changements de pneus, puis ils ont vu tout de suite qu'il y avait un talent assez spécial. Puis il a fait... on avait quand même dans les équipes de pit crew, on a toujours 2 équipes, ils appellent ça des équipes de développement. C'était le 47 et le 37 qu'il a travaillé 2 saisons il a changé les pneus pour le numéro 47 pendant 2 saisons. Après ça, ils ont fait d'autres tests, puis tout de suite, ils ont vu avec les coachs de l'entraînement, parce qu'ils ont 4 coachs là, pour les pit crew, ils étaient prêts à graduer, c'était juste question de temps, puis à un moment donné, le 24, ils ont voulu faire Chad Knaus, l'ancien crew chief de Jimmy Johnson, il a pris l'équipe 24 de 2 ans, puis il était prêt à faire un changement sur le changeur de pneus arrière, qui est un gaucher, puis ils ont choisi Oran tout de suite parce qu'il était direct à la liste. De toute façon, les résultats étaient là, il était prêt, puis il est là depuis ce temps-là, puis ça va bien. Quand j'ai fait ma recherche sur vous, M. Ossowski, puis que je lisais sur votre frère, sur votre fils Oran, je me suis demandé, des fois, ils vont-ils dîner ensemble pour se parler en français, là? Oui. Ben, il y a aussi mon neveu, Alex, le fils de mon frère Andrew. Lui, il rentre dans un autre département. On appelle ça metal shaping. Ils font beaucoup de détampage de métal, puis des machines au laser, puis des machines couper le métal, là. Mais lui, il parle un petit peu moins en français, mais ouais, le langage, c'est souvent... moi et ma femme, on parle juste en français. Fait que les jeunes, ils ont été élevés avec leur oreille, c'est tout le temps le français. Mais quand mon frère vient faire un tour, c'est sûr que le langage change tout le temps.
On se promène entre les deux, mais pareil, en Caroline du Nord, je veux dire, on est encore une plage jusqu'où il a descendu des Québécois dans le temps. En croisez-vous encore de temps en temps qui prennent plaisir à engager une conversation en français avec vous? Oui, il y en a. Ben, le monde qui voyage, oui, le gros qui, quand ils sont dirigés vers la Floride, ils vont arrêter. Là, avant la COVID, là, il y avait beaucoup d'amateurs, de spectateurs qui arrêtaient. Les portes étaient ouvertes, mais depuis un an, les portes sont fermées ici. Bon, il y avait toujours du monde. Là. D'ailleurs, j'ai toujours resté en contact avec tous les amis, puis les amateurs de course sont tous passés. Je me suis demandé si vous faisiez le chemin inverse des fois. Êtes-vous déjà retourné, disons, pour un conventum à votre polyvalente à Cowansville? Venez-vous des fois? Non. La dernière fois qu'on était au Québec, je pense que c'est là 5 ans. Je pense que c'est 4 ans ou 5 ans qu'on est allé au Québec pour une noce dans la famille de ma femme. C'est la dernière fois. Ben, je peux vous dire une affaire. Si vous passez dans le coin, je connais pas mal de monde qui aimerait ça vous serrer la pince. À gager qu'il y en a plusieurs qui ont des questions à vous poser. Combien de châssis vous aurez construit là, à ce jour? Ici, chez Hendrick? Toute votre vie. Mettons, on compile tout au complet. Ici, on est rendu... Quand j'ai commencé à travailler ici en 94, on va commencer... Là, j'ai travaillé sur le châssis numéro 7. C'était le début de le système numérique pour les châssis, il y avait le numéro 7. Oui. Et on est rendu à 1265 aujourd'hui. Puis, les 13 ans que j'ai eu mon commerce à Saint-Amand avec mon associé, on a certainement construit 50, 60 voitures. Là, on n'était pas une grosse équipe, mais ça tomberait là-dedans. Bon, ben c'est des chiffres considérables. Qu'est-ce qu'on souhaite aux chefs de production qui s'occupent déjà des meilleures écuries dans NASCAR? Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette saison? Ben, c'est que nos nouveaux pilotes gagnent les courses, évidemment. Là, on a fait beaucoup de travail hors saison pour améliorer. Je sais que le département de moteur, ils ont amélioré les moteurs. Il y avait ça. Puis les châssis, avec toutes les simulations qu'on fait, là, il y avait les coches, les carrosseries. C'est du temps de mettre ça à point parce qu'on n'a pas de pratique aux courses. Fait que c'est pour nous, la récompense, c'est quand ils débutent la course, puis nos 2, 3, 4 voitures sont directes dans les 5 premiers, mais c'est là que on voit que notre récompense, c'est là qu'on a fait notre job. Fait que c'est là qu'on apprécie l'ouvrage de tout le monde qui ont fait la préparation. Là, il n'y a pas de pratique. Bon, là, je vais essayer de rendre ça utile pour les gens qui ont moins de moyens, les petites équipes aujourd'hui qui nous écoutent. Là. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour améliorer là, nettement sa performance ou la construction de sa voiture sans que ça nous coûte trop cher? Qu'est-ce que le monde oublie de faire des fois? Je dirais que la plupart du monde qui sont amateurs, que ce soit juste les 5 semaines coursées le samedi, le vendredi, c'est vraiment l'entretien de la voiture qui est clé. Moi, quand j'étais jeune, j'ai acheté beaucoup de livres, puis je lisais, puis je voulais m'instruire dans tout ce qui était à côté suspension, puis comment calculer, comment améliorer, construire. Mais l'autre secret, quand on retourne avec les années que Jean-Paul, on a quand même eu un peu de succès. C'était gros, on était une équipe de 5, on travaillait tous bénévoles le soir, on travaillait sur la voiture 5 soirs par semaine, mais c'était la préparation de la voiture qui était à clé. C'était la préparation de la voiture qui était à clé durant la semaine. C'est ça qui... C'est pas juste une histoire de fin de semaine. Faut la semaine, au moins par les soirs, aller s'arranger que tout est bien astiqué. Oui. Faut que vraiment le monde soit amateur de travailler sur leur projet, puis améliorer, puis chacun y avait leur coin à entretenir. On avait quelqu'un qui s'occupait juste de la remorque, que ce soit entretenir la remorque, les pièces, les accessoires de spare. L'autre s'occupait de la carrosserie, l'autre c'était la peinture, l'autre c'était la suspension, le soudeur, puis ça allait bien ensemble. Ça, c'est vraiment... dans les années que j'avais mon commerce au Québec, on faisait beaucoup de clients que leur maintenance, ils ont appris que quand la voiture ne performait pas, mais c'était souvent que c'était quelque chose qui avait brisé ou qui avait été accroché la semaine d'avant ou 2 semaines avant qui n'ont jamais pogné. C'est ça que l'entretien, c'est une affaire qui est bien importante. Bon, bien, que de bons conseils. Patrick Kosowski, ça a été un honneur, un privilège. J'espère qu'on va le refaire. Les gens vont en jaser. Ça faisait longtemps, je pense, qu'ils voulaient vous entendre. On va vous souhaiter une bonne continuation puis beaucoup de saisons en avant de vous encore.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Le plus beau des merci. On était en direct de la Caroline du Nord chez Hendrick Motorsports. Merci encore.